On poursuit sur les approches sectorielles avec cette fois-ci l'industrie et les matériaux, avec Emmanuel Rosier, notre spécialiste, le scénariste en chef de l'association Négawatt sur les secteurs industrie et matériaux. Emmanuel. Bonjour à tous. Donc, pour ceux qui n'avaient pas la chance d'être là il y a 5 ans, je vais peut-être faire une petite session de rattrapage concernant industrie et matériaux, c'est-à-dire les fondamentaux Négawatt. Les fondamentaux Négawatt, c'est bien sûr de partir des besoins pour aller s'interroger sur l'énergie qui est nécessaire et pas partir de l'énergie dont on dispose pour après se voir imposer des matériaux ou des produits dont on n'a pas forcément besoin. La question qui se pose, c'est déjà les produits industriels dont on a besoin. Est-ce qu'on a besoin de doubler le réseau autoroutier en France? Est-ce qu'on a besoin de 12 millions de tonnes d'emballage comme c'est le cas maintenant? Est-ce qu'on a besoin de faire des grandes tours en verre et en acier ou plutôt s'orienter vers la construction bois? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est effectivement les produits finis. Avec quels matériaux va-t-on les produire? Est-ce que ces fameux emballages, on va les réaliser en plastique ou avec du verre? Est-ce que les isolants vont être faits à partir de matériaux biosourcés ou à partir de matériaux issus du pétrole? La troisième chose sur laquelle on s'interroge, à propos des matériaux, bien sûr, c'est est-ce que ces matériaux sont issus de ressources comme le fer ou la bauxite, ou est-ce qu'on va faire un effort particulier sur le recyclage pour valoriser nos déchets et ainsi économiser l'énergie? Le deuxième volet, c'est l'efficacité énergétique. J'insisterai moins là-dessus parce que c'est quelque chose d'assez commun, d'assez courant, qui a été beaucoup étudié, qui nous a donné un peu du fil à retordre, bien sûr, mais qui est déjà un petit peu plus spécialisé. Et une fois qu'on a essayé de produire nos matériaux avec le moins possible d'énergie et de s'être interrogé sur nos besoins, eh bien, ceux qui s'occupent de l'ensemble énergétique pour le parc français prendront la parole pour voir les énergies renouvelables, dans quelle mesure elles peuvent prendre le relais des énergies fossiles. Alors déjà, la question qui se pose, c'est, je vous avais dit, nos besoins en produits finis. En général, dans les codes NCE, dans les codes NAF, on mélange un petit peu les matériaux et les produits finis. C'est-à-dire qu'on a essayé de distinguer, on s'est posé la question, on s'est dit, en fait, on n'a pas besoin d'acier. Hein, à moins que vous soyez collectionneur de rails de chemin de fer, vous n'avez pas besoin d'acier chez vous. Vous avez besoin de machines à laver, vous avez besoin de voitures, vous avez besoin de bâtiments dans lesquels il y a de l'acier. On essaie de faire cette correspondance. C'est-à-dire on s'est interrogé sur l'ensemble des produits finis dont nous avons besoin et que nous pouvons acheter. Et à partir de cela, à travers un certain nombre de matrices, nous déterminons les quantités de bois, d'acier, d'aluminium, de verre dont nous avons besoin. Ce qui nous permet aussi de réfléchir à la façon dont sont faits les produits finis. Puis, il y a un problème avec le pointeur. Oh là 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 là. C'est pas grave. On va y arriver. Patience. Peut-être à la main avec la flèche. Je pense que je vais faire utiliser la flèche parce que... Voilà, un exemple de sobriété, je vais le faire moi-même. Un exemple de sobriété sur les emballages. Hein, ben vous voyez, sur les emballages, on peut réduire la quantité d'abord par le suremballage, mais aussi... pour ceux qui ont mon âge, on s'est rappelé l'époque où j'allais gagner des sous parce que ma mère me donnait les bouteilles à consigner, que j'allais ramener à l'épicerie. Et effectivement, on peut se dire que c'était possible et c'est intelligent plutôt que de consommer beaucoup de matières premières dans les plastiques. Alors, on a fait un certain nombre de bilans d'approvisionnement. Celui-ci est assez complexe et je n'ai pas le temps de vous le commenter en détail. Simplement, vous voyez que l'acier, par exemple, pour prendre un exemple, peut être produit à partir des hauts fourneaux HF dans lesquels il y a essentiellement du fer, ou alors par des usines électriques dans lesquelles on fond les ferrailles. Puis, on fabrique des produits finis, qui sont des produits longs, des produits plats, des tôles. Et à partir de cela, nous avons examiné, grâce à nos matrices, nous pouvons savoir non seulement l'ensemble de l'acier que nous consommons, mais par le biais des importations et des exportations de produits finis, de savoir l'ensemble de l'acier qui est disponible, intégré dans les produits finis. Puis on fait une espèce d'analyse de cycle de vie dans lequel on a le taux de collecte, vous voyez, qui n'est pas mauvais pour l'acier, 74% de l'acier est collecté. Hein. Puis on s'aperçoit que le taux de recyclage, par contre, lui, est bien moins performant pour une raison simple, c'est que aujourd'hui, on a plutôt
un appareil de production industrielle pour la production d'acier à partir du fer. Donc on exporte 50% des ferrailles collectées vers l'Espagne notamment, qui recycle 85% de ces matériaux. Donc la question qui se pose, c'est est-ce que dans un avenir, on a le temps, d'ici 2050, de réorganiser notre appareil industriel pour mieux valoriser ces matières premières. Le recyclage est un élément très important. Vous pouvez voir que lorsque l'on recycle le papier ou l'acier, on a un facteur 2 sur l'énergie primaire. Lorsque c'est les plastiques, on a un facteur 6. Lorsque c'est l'aluminium, on a un facteur 8, etc., etc. Donc c'est quand même un enjeu important. Alors nous, on s'est dit que, évidemment, il fallait améliorer la collecte. 26% seulement de l'aluminium est collecté, alors qu'on a des capacités de recyclage importantes. Et puis pour l'acier, je vous en ai déjà parlé, pour l'acier, on a tout intérêt à valoriser la collecte et à réfléchir à notre appareil industriel, puisque ce n'est pas du tout ni les mêmes technologies, ni même les mêmes conséquences en énergie grise. Une deuxième chose, enfin c'est pas une deuxième chose, c'est dans les produits de consommation, nous avons intégré cette fois-ci les énergies renouvelables. Alors cette diapo, elle est là pour tordre le cou à une idée reçue, qui serait de dire « Ah, mais le programme éolien, ça consomme des quantités énormes de béton, ça consomme énormément de métaux non ferreux. » Ben ici, vous avez la démonstration que le programme éolien du scénario Négawatt, qui, au mieux de sa puissance installée, c'est-à-dire dans les années 2030, vous voyez que vous avez à peu près 1 million de tonnes de béton. Or, les économies, aujourd'hui, la consommation de béton, c'est 100 millions de tonnes, 100 fois plus. Et les économies que nous allons réaliser grâce à la sobriété, c'est 40 millions de tonnes de béton. Même chose pour les métaux non ferreux, même chose pour l'acier. L'efficacité énergétique, je ne vais pas vous en parler beaucoup. Ceux qui sont passionnés de cogénération, de compression mécanique de vapeur, de process, de procédés Craft pour le papier, je vous invite à venir discuter avec moi, j'aurai peut-être beaucoup de choses à apprendre. L'idée, c'est de dire qu'elle suit son cours, elle a toujours existé. Nous avons pris les meilleures techniques disponibles en se basant sur les rapports du Fraunhofer Institute, sur plein de littérature très intéressante. La nouveauté, c'est qu'on vous en parlera tout à l'heure, il y a le power to gas, on a des électrolyseurs pour essayer de stocker l'électricité et on fabrique de l'hydrogène. Or, l'hydrogène est utilisé, notamment en chimie organique, pour la fabrication de l'ammoniac. Il coûte très cher à fabriquer parce qu'on le fabrique à partir du méthane. On va réutiliser cet hydrogène pour fabriquer ces produits chimiques directement et on passera aussi à l'acier à hydrogène. Nous avons aussi réfléchi, pas seulement à la production, mais aussi à la consommation énergétique de nos produits, c'est-à-dire intégrer les produits importés. C'est ce qu'on appelle l'empreinte énergétique. Il y a l'empreinte carbone. L'empreinte énergétique, c'est essayer de réfléchir à combien d'énergie a coûté les produits que nous avons importés. Et on s'aperçoit que le différentiel avec ce que nous avons produit en 2050, en 2015, il est à peu près de 150 TWh, là il est de 80 TWh, quelque chose qui peut être couvert par un surcroît d'énergie renouvelable. C'est quelque chose que nous avons envisagé, que nous avons analysé. Et puis une nouveauté, c'est que nous nous sommes attachés à réfléchir sur les appareils électroniques, ces merveilleux ordinateurs avec lesquels que nous utilisons, ces merveilleux téléphones portables. Il faut quand même savoir que nous importons en France 8 millions d'ordinateurs chaque année, et nous importons 24 millions de téléphones portables qui ont une énergie grise non négligeable. Et bien dans ces 80 TWh, ça correspond à 20 TWh, c'est quelque chose sur lequel nous réfléchissons. La difficulté que nous rencontrons, c'est que c'est quand même très difficile d'un point de vue électronique de se projeter en l'an 2050. On ne sait pas quelles nouvelles technologies vont pouvoir émerger. Alors, très rapidement, sur les matériaux, nous avons les matériaux à usage non énergétique, c'est-à-dire les quantités de sable, les quantités de ciment, les quantités d'acier, les quantités tout primaires. Bien sûr, il ne s'agit pas des ferrailles. Ben, vous voyez quand même une division par deux. Et puis j'en profite pour faire quand même une petite publicité pour le site Négawatt sur les excellents articles de décrypter l'énergie. Si vous vous intéressez particulièrement aux terres rares, puisque la question est souvent posée, il y a des éléments de réponse. Et puis, il y a ce qu'on appelle les quantités d'énergie fossile à usage non énergétique. Le pétrole, on ne fait pas que le brûler en France. Il y a 12 millions de tonnes. L'industrie, c'est à peu près 35 millions de tonnes d'équivalent pétrole. Eh bien, il y a 12 millions de tonnes qui servent à fabriquer des plastiques, des produits chimiques, du bitume, des cires et des paraffines et des huiles. C'est ce qu'on appelle la pétrochimie qui se fait à l'aval des raffineries. Et nous avons réfléchi comment essayer de réduire cette quantité de pétrole.
qui certes aujourd'hui ne génère pas d'effet de serre, puisqu'elle n'est pas brûlée, elle ne fait pas du CO2, mais qui demain pourrait en générer bien plus tard lorsqu'on brûlera les plastiques issus de cette production. On a réussi à diminuer cette quantité par 2, enfin on a réussi, c'est le résultat en tout cas des simulations du scénario négawatt avec les hypothèses que nous avons fait sur la sobriété. Encore une fois, le scénario négawatt n'est pas un outil de prédiction, mais c'est un outil qui nous permet de fixer la trajectoire. La deuxième chose sur laquelle nous avons réfléchi, c'est l'usage de matériaux biosourcés pour remplacer le pétrole. La question n'est pas aussi simple qu'on peut l'imaginer, et nous avons fait une simulation très prudente, mais aussi compatible avec les possibilités techniques et les exigences. Les courbes que vous voyez en vert, attention, il y a peut-être une petite erreur d'interprétation, c'est pas le biosourcé, c'est le pétrole qu'il y aurait si nous utilisions le biosourcé. Le biosourcé, on s'est interrogé sur plusieurs choses. Vous avez sûrement entendu parler des filières amidon. Vous savez, les sacs plastiques en amidon, en maïs, entre autres. La filière sucre, c'est-à-dire la betterave. Il y a aussi le miscanthus. On parle de beaucoup de choses comme ça. Puis nous n'avons pas retenu ces filières parce qu'en termes de surface agricole, elles risquent de nous amener au même problème que les agrocarburants qui sont décriés, et mon collègue Christian va vous en parler, bien entendu, puisqu'il expose les surfaces agricoles dédiées. Alors on s'est interrogé plutôt sur la filière bois, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le bois est utilisé comme matière première non énergétique essentiellement pour faire du papier. Lorsqu'on fait du papier, on a de la liqueur noire, c'est un liquide noir qu'on pourrait appeler de l'or noir, c'est-à-dire qu'il contient des hémicelluloses, de la lignine, c'est-à-dire des produits très précieux pour fabriquer de la chimie, et que l'on sait faire aujourd'hui, en tout cas en laboratoire et dans des petites applications industrielles. Et cet or noir, aujourd'hui, il est purement et simplement brûlé énergétiquement. C'est quand même dommage. Alors, il existe des expériences dans lesquelles on peut récolter les produits du bois, qui sont très intéressants. Nous sommes relativement prudents parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'expériences différentes et le contexte économique ne nous permet pas de savoir exactement quels sont les procédés industriels qui vont émerger. Mais sur la base de ça, nous avons quand même pu faire une étude sur le biosourcé. Voilà pour ce qui est des matériaux. Je vais passer maintenant la parole à Christian qui va vous parler de matériaux aussi, mais de matières vivantes, l'agriculture. Ah, j'ai oublié la dernière slide. Heureusement que mes cravates sont là pour me le réparer. La dernière slide, c'est quand même, elle est très très importante, bien sûr, puisque c'est quand même dire la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, l'efficacité énergétique diminue depuis longtemps dans l'industrie et l'efficacité augmente, bien entendu, la consommation diminue. J'étais prêt à passer la parole, on me la redonne, je suis troublé. Mais ce n'est pas seulement l'efficacité. C'est-à-dire le scénario négawatt, en réfléchissant sur ses besoins, nous permet de travailler beaucoup plus sur la consommation énergétique et d'obtenir par rapport à 2010 une baisse de consommation d'énergie finale de 60% et surtout utiliser avec les énergies renouvelables le tout petit résidu. C'est des procédés chimiques pour lesquels nous n'avançons pas sur la substitution des énergies. Je vous remercie de votre attention. Merci Emmanuel. Professeur Rosier, dans son métier,